C'est l'une des campagnes Kickstarter les plus attendues de ce début d'année 2018. Elle débutera le 27 février prochain. Le jeu évoque un personnage des plus célèbres des comics américains. Il s'agit de Batman. Batman qui va fêter ses 80 ans en 2019. Et pour parler de cette campagne Kickstarter, je vous propose de retrouver Frédéric Henry de Monolith. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, c'est un gros jeu, une grosse campagne qui s'annonce, on imagine fortement, et on va avoir le temps d'y revenir dans cette interview. Avant de parler de cette campagne, j'aimerais qu'avec vous, on évoque Batman, puisque Batman, c'est quand même un héros légendaire chez DC. Il n'y en a pas 36 qui ont cette même représentation. Il y a sûrement Superman et puis deux, trois autres. Qu'est-ce que Batman évoque pour vous, et surtout comment il est entré dans votre vie? Comment il est entré dans ma vie, c'est vieux, on va dire, parce que j'ai commencé à lire du Batman. En fait, j'ai commencé à lire de la BD, donc c'était Batman, surtout chez DC, moins Superman, et aussi du Marvel, tout ce qui était Avenger, etc. À l'époque de Strange, donc quand j'ai commencé à 12 ans, je crois, 11-12 ans. Donc j'étais un très gros BD-phile. Je me suis un peu éloigné de la BD ensuite, on va dire à la fac, et j'y suis revenu sur le tard, donc on va dire à partir de la trentaine. Donc pour moi, Batman, là j'ai 41 ans aujourd'hui quasiment. Ouais, Batman, mais la BD en général, le comics en général plutôt. J'ai toujours été très comics. Ça m'a accompagné, on va dire, toute ma post-enfance. Voilà, donc en fait, j'ai toujours baigné plus ou moins dedans. Voilà, l'intérêt particulier de Batman, c'est quelque chose que j'avais évoqué plus tôt, c'est l'échelle humaine du héros. Enfin, l'échelle humaine, c'est-à-dire que je n'aime pas les super-héros qui sont trop, entre guillemets, trop super. C'est-à-dire, c'est ce que je n'aime pas trop, par exemple, chez Superman, c'est l'échelle de puissance. J'aime quand on reste à des mesures humaines. Je sais pas, hein, c'est peut-être un souci d'identification quand j'étais petit ou je sais quoi, mais c'est toujours, je trouve que les problématiques des histoires sont toujours plus intéressantes lorsque les héros ont des faiblesses qui font d'eux on va dire des humains peut-être supérieurs à la moyenne, mais qui restent des humains. Comme je l'évoquais plus tôt, par exemple, en face, chez les concurrents de DC, pour moi, mon autre super-héros préféré, c'était Daredevil. Mais encore une fois, parce que je pense qu'on est dans des problématiques qui sont très proches, et il y a surtout à chaque fois la question aussi de l'urbanité. Enfin, ça se passe la nuit, ça se passe dans des milieux extrêmement urbains, New York d'un côté, Gotham de l'autre, mais Gotham qui a été New York en fait. Gotham, c'est une vision gothic punk, on va dire, de New York. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est ça, c'est vraiment ce côté des problématiques qui, même chez des super-héros, restent des problématiques humaines. En fait, parce que ce sont des super-héros, mais pas spécialement au sens des pouvoirs qui sont les leurs, en fait. Parce qu'en termes de pouvoir, moi, mes personnages préférés, ça reste de toute façon des personnages qui ont des... Même si on évoque quelqu'un comme Wolverine, par exemple, qui m'a beaucoup marqué, on reste dans des échelles de puissance, entre guillemets, qui sont terrestres. J'aime pas du tout les questions, par exemple, cosmiques, lorsque la question, la problématique d'un scénario, d'un arc entier est cosmique. Je trouve que en fait, on va trop loin et donc on perd en identification, j'imagine. Moi, l'immersion est plus forte quand on reste dans un niveau à l'échelle humaine. Voilà. Et puis Daredevil comme Batman, on s'en rend compte rapidement, le deuxième personnage principal de l'histoire, c'est le lieu, que ce soit Gotham ou Hell's Kitchen, c'est quand même des lieux emblématiques. Exactement, c'est vraiment... mais d'ailleurs, on est exactement même dans le Daredevil de Frank Miller, par exemple. On a l'esthétique de la ville, on est très très proche de Gotham, mais encore une fois, parce que Gotham c'est aussi New York en fait, mais avec une vision justement, notamment vraiment très prononcée chez Miller, une vision un peu gothique, qu'on retrouve aussi, on retrouve ce côté un peu gothique justement dans le Daredevil de Miller. Parce que, et puis il y a beaucoup de liens aussi avec Batman d'ailleurs, il y a pas mal de liens avec la religion, avec les constructions, avec les églises, etc. etc. Alors c'est plus prononcé chez Daredevil, mais on est toujours il y a toujours cette question des lieux très forts. Par exemple, ça se passe toujours la nuit, et d'ailleurs c'est marrant sur Batman, parce que
En gros, Batman, c'est le personnage de la nuit, Bruce Wayne, c'est le personnage du jour, Batman, c'est le personnage des fonds, des bas-fonds, des égouts, des métros, quand Bruce Wayne, c'est le personnage, le jour, ça se passe dans les tours d'affaires, tout en haut, dans les étages, il y a toute je dirais une sorte d'antagonie, d'opposition, comme ça, entre le jour, la nuit, le bas, le haut, les dominants, les dominés, il y a toute une quasi-politique, en fait, dans Batman, qu'on retrouve aussi chez Daredevil, entre avocat le jour, avocat à la cour le jour, justicier dans les bas-fonds la nuit, etc. On est quand même là-dessus sur des personnages qui ont des redresseurs de tort, qui sont aussi entre guillemets des cogneurs. On n'a pas affaire à... ils n'utilisent pour seules armes, entre guillemets, que du matériel et leurs poings. Je trouve ça... je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît, il y a toute une dimension quasi, je trouve, philosophique dans le comics à hauteur humaine, justement. Et donc, avec son archétype, pour moi, Batman, c'est vraiment l'archétype des histoires comics à échelle humaine. Et pour les deux, ces personnages, c'est des personnages qui sont contre les armes à feu, qui ne tuent jamais aussi et qui livrent absolument tout le temps les méchants aux forces de l'ordre. Oui, tout à fait. Oui, il y a toujours cette dimension de on ne tue pas qui est très très prononcée. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça donne des oppositions aussi avec des personnages assez proches dans chacun des univers, donc c'est aussi bien DC que Marvel, des personnages qui sont des sortes de némésis des héros, mais qui par contre eux tuent. Mais oui, il y a aussi la question de on ne tue pas, le côté sacré de la vie qui est extrêmement, toujours très très prononcé là chez les deux, et puis chez Bruce Wayne encore plus, chez Batman, puisqu'il y a constamment le rappel de la mort de ses parents par arme à feu, qui est un véritable blocage mental, qui fait qu'il ne peut pas utiliser d'arme à feu, il ne peut pas tuer. C'est marrant parce qu'on est très loin d'un personnage, c'est un personnage américain, mais ce serait un opposant farouche à l'NRA, par exemple. Alors qu'il a aussi un côté très conservateur. Ce serait d'ailleurs assez marrant de chercher à classer Bruce Wayne sur l'échiquier politique américain, puisque c'est le pourfendeur des armes à feu, mais qui parfois a un discours très conservateur. Je sais pas, c'est assez étrange. Pour en finir avec Batman, 80 ans de bande dessinée, de comics, puisque Bob Kane a introduit Batman en 1939, on fêtera les 80 ans bientôt. Il y a de nombreux arcs, il y a de nombreux dessinateurs et de scénaristes. S'il y avait un ou deux Batman à retenir dans toute cette histoire, celui qui vous a marqué le plus, ce serait lequel ? Alors, pour moi, ce serait tout l'arc avec Greg Capullo. C'est-à-dire de l'année zéro, en gros, le renouveau, ce qui est le renouveau de Batman, je pense que c'est dans les années 80, fin des années 90, je pense, peut-être un peu plus tard d'ailleurs. Une sorte un arc où on reboot tout. Sinon, il y a aussi le Batman de Grant Morrison. Ça, c'est un arc. Alors en France, c'est un arc en 9 tomes qui est paru chez Urban Comics, où on a une sorte de Batman qui est plongé. Qui est replongé dans le temps en fait et qui remonte peu à peu à travers différentes époques, il revient jusqu'à notre époque. C'est assez intéressant parce que on voit notamment un Bruce Wayne à contre-temps, plongé, qui commence à l'aube de l'humanité et qui revient jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un arc que j'avais beaucoup aimé. Mais sinon, pour moi, si on doit commencer par quelque chose, je dirais que c'est la Cour des Hiboux. La Cour des Hiboux. Alors c'est en 2 tomes. Mais c'est vraiment exceptionnel parce que moi j'ai eu la chance en plus de le découvrir en noir et blanc, parce qu'il y a une version noir et blanc, une version couleur. Il y a quelque chose de très très intéressant, c'est qu'on découvre vraiment le côté enquêteur de Batman. Là, on a Batman, le plus grand détective du monde. Parce que Batman, c'est aussi, on va dire, c'est un cogneur, mais c'est aussi un cerveau, et c'est un peu ce que serait Sherlock Holmes, si Sherlock Holmes était né au XXe siècle. Parce que là, on est dans la deuxième moitié du XXe siècle. On a une sorte de super Sherlock Holmes moderne qui utilise la technologie et qui a une très très grosse puissance de déduction et qui, tout comme Sherlock Holmes a pratiqué la boxe, les arts martiaux, pratique aussi, est un cogneur aussi.
C'est une sorte, entre guillemets, d'ailleurs c'est marrant, c'est une sorte d'homme total, c'est-à-dire qu'il est à la fois physique et intellectuel. C'est peut-être aussi le fait que voilà, c'est son côté à la fois humain, mais au top, c'est une sorte de parent rond de l'humanité qui explique un peu le sujet, le succès, je sais pas, du personnage de Batman. Ça nous permet de rebondir sur le jeu Batman parce que du coup, créer un jeu autour de Batman et celui que vous proposez d'ailleurs, ça va être un savant mélange de ces deux facettes du héros puisque c'est pas simplement à coup de poing qu'on va pouvoir mener les missions. Il va falloir réfléchir, il va falloir allier certaines compétences de divers personnages. Avant d'évoquer le jeu, on peut pas ne pas parler de Monolith, la maison d'édition qui s'occupe de Batman, qui s'est occupé d'une autre méga campagne retentissante il y a quelques années maintenant, qui était autour du jeu Conan. Et puis il y a des similitudes entre Conan et le jeu Batman. D'abord le système de jeu que vous allez reprendre, mais pas que. Vous avez aussi voulu faire de Batman un jeu pour ceux qui s'y connaissent. Et comme vous aviez engagé Patrice Louinet, le spécialiste de Conan sur le jeu, vous êtes entouré de spécialistes pour ce jeu Conan. Tout à fait, Xavier Fournier et Alex Nikolevitch. En fait, ce sont deux intellectuels du comics qui sont des conférenciers, vraiment des spécialistes du comics qui vivent de leur plume d'ailleurs dans le comics. Et voilà, c'est une dimension. Alors ça, c'est une dimension très importante à souligner. C'est que je pense que ça a beaucoup contribué au succès de Conan aussi. C'est qu'on ne se contente pas d'acheter une licence et de la plaquer sur un système de jeu. On cherche vraiment à porter la licence. Ce que je veux dire par là, c'est que surtout, on est sur des publics qui sont entre guillemets, il y a toute une partie du public qui est extrêmement pointilleuse et ils attendent vraiment autre chose qu'un simple plaquage. Donc là, on cherche le plus possible à servir, c'est-à-dire que le système de jeu, que ce soit aussi bien pour Conan que dans Batman, il est vraiment là pour être un moteur d'immersion. L'objectif final, c'est que lorsqu'on joue une aventure de Batman ou de Conan, on soit dans l'aventure, qu'il y a un aspect immersif très très important, beaucoup plus que ce qu'on peut avoir. Pour les auditeurs par exemple qui ne connaissent pas les jeux de société modernes, je pense que le principe, l'idée d'immersion doit leur paraître un peu saugrenue dans le jeu de plateau, si on ne connaît que le Monopoly, mais il faut voir qu'il y a vraiment toute une famille de jeux qui en termes d'imaginaire, de plonger les joueurs dans un imaginaire collectif, sont beaucoup plus puissants que les anciens jeux de société. Et là, le but justement d'un Batman comme d'un Conan, c'est vraiment de proposer un système de jeu qui permette aux joueurs, d'une certaine façon, d'incarner leur personnage, en tout cas de vivre une aventure dans l'univers, vraiment très profondément ancré dans l'univers de la licence en question. Est-ce qu'on peut dire que Conan, comme pour Batman, c'est des jeux de société, c'est les jeux de société qui se rapprocheraient peut-être le plus du jeu de rôle, du coup ? Alors, j'aimerais bien. En l'occurrence, ça n'est pas du jeu de rôle parce qu'il n'y a pas ce côté interprétation, ce qu'on appelle le roleplay. Non, mais dans l'immersion, en tout cas. Voilà, par contre, dans l'immersion, tout est fait pour, en tout cas. Une partie de Batman ou de Conan, c'est un peu dans un jeu de rôle, le moment où l'on trace un plan sur une feuille, où l'on prend des figurines qui représentent nos personnages et l'adversité, par exemple, et qu'on cherche à visualiser très concrètement, donc avec ces pions, son tracé, cette feuille, la situation. Eh bien, on va dire que là, on a une situation donnée, une situation très souvent, de toute façon conflictuelle, et on cherche à la résoudre à travers les règles du jeu. Et les règles du jeu simulant étant un peu la physique du monde particulier, hein, et donc simulant le plus possible ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer dans ce genre de situation avec les personnages en question, leur pouvoir en question, la hiérarchie aussi entre les différents personnages, entre les personnages plus vilains qui souvent sont très très nombreux face à quelques héros, mais beaucoup plus puissants que des humains normaux, etc., etc., quoi. Mais oui, il y a ce côté, jeu de rôle, on va dire, non pas dans le fait de jouer un rôle, mais dans le fait de s'immerger dans un personnage. Et dans une action donnée, comme vous l'avez dit. Voilà, exactement.
Voilà, on va dire que contrairement à un jeu de rôle, ça reste circonscrit à l'action, à ce qui se passe dans la partie. Il n'y a pas le côté... c'est circonscrit, oui, c'est circonscrit à l'action. Il n'y a pas le... Une fois que la partie est terminée, par contre, la partie est terminée. Dans un jeu de rôle, on va dire qu'il y a plus de... c'est plus longitudinal. Dans le jeu de rôle, c'est comme si plusieurs parties de Conan étaient mis bout à bout avec des histoires racontées entre chaque partie, quoi. Voilà, exactement. Vous avez gardé le système de Conan pour le porter à Batman. Alors on imagine bien que ça va pas être tout à fait le même, puisque on joue pas à Conan dans le même univers de Conan que dans l'univers de Batman. La technologie fait son apparition. Pour résumer, c'est un système de gemmes qui sont attribuées aux personnages, et puis ces gemmes sont à répartir suivant les actions qu'on a à faire. Moi, ce que j'ai trouvé génial dans ce système que j'ai appliqué avec Conan, c'est que on n'est pas obligé de jouer chacun son tour, mais on est vraiment, c'est vraiment du jeu coopératif. C'est-à-dire qu'un joueur peut faire une ou deux actions, puis passer la main à l'autre joueur. On peut revenir au joueur 1, puis passer au joueur 3, ainsi de suite. C'est vraiment la coopération dans son simple fait. C'est-à-dire que c'est la façon dont on va distribuer ces gemmes pour ces actions qui vont faire que l'action va être une réussite. Ah, tout à fait. Là, alors ça, c'est un point extrêmement important du jeu. Je pense que c'est même vraiment l'un des points les plus importants du jeu. En fait, la qualité d'une équipe, on la retrouve dans la meilleure coordination possible de ses actions. Et plus une équipe est bien coordonnée, plus les actions sont bien synchronisées entre elles, moins la dépense d'énergie, donc les gemmes représentent de l'énergie, la dépense d'énergie au cours de l'aventure sera importante, et donc plus on gardera d'énergie en réserve pour résoudre d'autres actions. Et ça, c'est vraiment très très important. Le fait de devoir synchroniser ces actions, parce que toutes les actions sont sécables, c'est-à-dire qu'effectivement, le joueur A va commencer, puis s'interrompre parce que le joueur C va lui faire quelque chose, le joueur B peut-être va faire quelque chose à sa suite, le joueur C va reprendre, le joueur A va reprendre, etc., etc. Et une autre chose importante, c'est justement que chaque joueur doit peser en fait son coût énergétique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir décider lui-même de l'intensité, de l'énergie qu'il alloue ou pas à telle ou telle action, en fonction de est-ce qu'il est plus ou moins dépensier, est-ce qu'il pense qu'il faut mettre est-ce qu'il veut optimiser ses chances de réussite ou pas. Il y a vraiment toute une partie aussi gestion, mais tout est fait pour que la gestion ne se montre pas comme de la gestion, mais comme un élan dans l'aventure, entre guillemets, puisque c'est de la dépense énergétique. Et puis il y a les dés aussi qui jouent cette part aléatoire, c'est-à-dire que on a beau mettre en place une super technique pour résoudre quelque chose, si les dés sont pas avec vous, ça va changer en cours de route la façon de jouer en fait. Oui, et ça c'est important aussi, je pense que il y a des écoles dans le jeu de société sur la place de l'aléa, la place que l'aléa doit ou devrait avoir dans un jeu. Moi, je suis assez partisan d'un aléa pondéré. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a de l'aléa parce qu'il y a les dés. Après, on peut le pondérer notamment en dépensant. Moi, j'ai un système de relance. C'est-à-dire qu'on peut, lorsqu'on n'est pas satisfait d'un résultat, on peut dépenser de l'énergie pour relancer ses dés. En fait, ça permet qu'il y ait, entre guillemets, moins de variance dans le jeu. Mais l'aléa reste présent parce que c'est très, très important, je trouve, lorsqu'on cherche à simuler quelque chose, parce que le chaos fait partie de la vie et c'est un ressort très fort d'intensité scénaristique. Par exemple, à une table de jeu, lorsqu'on réalise une action, le moment le plus intense, le plus fort, c'est le moment pendant lequel les dés ont quitté la main et sont en train de rouler encore tant que le résultat n'est pas affiché. Et ça, c'est si on faisait une micro-ethnographie d'une table de jeu, on s'apercevrait qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qui se passent pendant ce très court laps de temps. Les dés sont en train de rouler en fait. Le sort est jeté, mais par contre, on ne connaît pas encore son résultat. Et ça, c'est un truc que je veux conserver à tout prix. Donc, je suis assez opposé à une sorte d'école qui préconise l'absence totale d'aléa. Je pense que l'aléa, c'est très important parce que l'aléa, il y a un caractère narratif très fort dans l'aléa,
Et encore une fois, moi je conçois un jeu comme quelque chose qui raconte une histoire, ou en tout cas comme le support, la règle, comme un support à l'histoire. Un support à l'immersion. Et donc pour moi l'aléa, ça reste quelque chose de très important. Un jeu ne doit pas, selon moi, se résoudre, en tout cas ne doit pas systématiquement se résoudre à une simple confrontation de quotient intellectuel. Un jeu, il faut que ça raconte une histoire. Enfin, ça c'est ma position en tout cas. Vous avez conservé le système de Conan, vous l'avez amélioré pour le porter à Batman. En plus de ce système de gemmes, les héros pourront compter sur de l'équipement qui seront simulés par des cartes d'armes, d'équipements pour les aider. Est-ce que ce système de jeu, puisque vous l'avez testé sur Conan et qui marche, puisqu'il marche sur Batman, puisque vous le faites tester à travers la France entière pour les joueurs. Est-ce que ça veut dire que ce système est vraiment bon, il vous plaît, et qui pourrait être utilisé pour d'autres jeux encore pourquoi pas un Daredevil ou pourquoi pas un autre univers que le super-héros? Alors, moi, je suis très mal placé pour dire si le système est bon ou pas. Je pense qu'il est bon, j'espère qu'il est bon. Mais j'ai un gros background de rôliste, et pour moi, justement, c'est vraiment le système, j'ai envie de le peaufiner parce que je pense qu'il est bon. Je veux l'amener, entre guillemets, à son optimum. Et oui, j'ai envie de le réutiliser parce que j'ai vraiment pour moi, pour le type de jeu que je veux faire, où l'histoire prime, encore une fois, le moteur du jeu, ça n'a que pour seule fonction quasiment que d'amener de l'immersion et de l'histoire. Donc si j'arrive, comme dans le jeu de rôle, à peaufiner le système de façon à pouvoir, comme dans les jeux de rôle génériques, ce qu'on appelle les génériques, à pouvoir le réutiliser pour porter différentes histoires dans différents univers, alors je le referai, oui, parce que aujourd'hui, en tout cas, personnellement, j'en suis très 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 content. Et je suis très content des changements qui ont eu lieu sur Batman. Et j'espère qu'il y aura encore quelques changements. En fait, j'aimerais bien réussir à parvenir à vraiment ce système-là, l'amener à son optimal, pour ensuite pouvoir le décliner. Je pense qu'on est de plus en plus proche. Là, il y a beaucoup de... Moi, ça fait 18 mois que je retravaille vraiment beaucoup quotidiennement le système. Ouais, après c'est difficile parce que je suis pas, c'est pas à moi de juger. Mais franchement, je pense qu'on tient quelque chose de très solide. Et puis vous avez des retours parce que le jeu, ça fait que depuis l'année dernière, décembre 2016 que vous l'avez présenté ou janvier 2017 que vous l'avez présenté, et il tourne partout. Il y a plein de gens qui proposent des démonstrations à base de prototypes. Ça fait que vous avez des retours en direct des joueurs qui peuvent l'essayer. Ah oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs sortes de retours. Moi, je fais très attention, mais ça, c'est systématique, c'est pas propre à Conan ou Batman. Après avoir publié un jeu, il y a des retours qui se font sur les sites internet, donc des retours d'expérience directement de la part des joueurs. Il y a les retours entre guillemets notés de la part des joueurs, cette fois qui laissent des avis et qui laissent des critiques. Alors dans ce cas, moi j'imprime tout et je surligne en vert ce que les gens ont aimé, en rouge ce que les gens n'ont pas aimé. Et lors des itérations, en fait à chaque itération, j'essaie de conserver le maximum de vert et de retirer le maximum de rouge de façon à augmenter le prorata de ce que les gens aiment et baisser ce qu'ils n'aiment pas. Et ça, donc, il y a trois solutions. La troisième solution, c'est aussi le retour de l'expérience in vivo, c'est-à-dire regarder jouer les gens, encore comme je disais tout à l'heure, une sorte d'ethnographie, de micro-ethnographie d'une partie de jeu. Regarder ce que font les gens réellement, pratiquement autour d'une table, de ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, regarder attentivement les réactions aussi, et ensuite débriefer. Et ça, c'est encore dans une autre phase, débriefer, puisqu'il y a beaucoup de choses que les gens, lors du débriefing, occultent complètement, qu'ils ont occulté en tout cas, et qu'ils ne voient plus, alors qu'on les perçoit très très bien pendant le jeu. Notamment, par exemple, l'intérêt de l'aléa ou des choses comme ça. Et voilà, il y a trois grands flux d'informations, moi, qui me permettent de retravailler une même mécanique, un même système plutôt, d'une itération sur l'autre. Il en va un peu du jeu de plateau comme de la technologie, c'est-à-dire que ça avance par bond itératif. Il y a un côté un peu, c'est bizarre, mais c'est presque une sorte d'ingénierie
qui fait que, comme dans la science, en gros, on avance brique par brique parce que ça demande du temps. Tout simplement, hein, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'observation. Et plus on approche de son optimum, entre guillemets, plus le rendement à la marge est faible. Parce que il y a de moins en moins de choses à affiner, en fait. Donc là, on finit par être dans le micro détail. Donc c'est très très long, en fait. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant de jeux de société dits modernes, parce que plus rien à voir avec ce que nos parents ou nos grands-parents connaissaient avec. Je pense, parce que alors je fais pas partie des gens qui détestent à tout prix, qui jettent la pierre au Monopoly. Et moi, c'est le premier jeu auquel j'ai joué. En fait, je pense jamais avoir appliqué la véritable règle, donc je serais très mal placé aussi pour le juger, puisque je pense que les gens finalement jouent plus avec des règles, une sorte de transmission orale. Et je pense que très peu de gens se plongent réellement dans la règle du Monopoly et jouent réellement le Monopoly tel qu'il devrait être joué, tel qu'il a été conçu. Mais ça, c'est juste c'est ce que je crois. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Mais par contre, clairement, aujourd'hui, le jeu de société aujourd'hui a énormément évolué et surtout le travail des auteurs de jeux est beaucoup, je pense, plus pointu qu'il l'a été. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Enfin, c'est tout bête. Hein. Là, je vois par exemple même, il y a un éditeur avec qui je travaille beaucoup, c'est Asmodée, qui est en train de former un véritable laboratoire avec des chercheurs en neurosciences, des chercheurs en mathématiques, des chercheurs en ethnographie, des chercheurs en sociologie, qui travaillent sur la question du jeu, du rapport du joueur au jeu, la question de la conception du jeu, etc. Enfin, c'est très intéressant. Et ça donne lieu à beaucoup de discussions, mais extrêmement pointues, en fait, qu'on n'imagine pas quand on voit une boîte comme ça de jeux en rayon. Non, il y a vraiment je pense qu'on peut de plus en plus parler d'une science du jeu. Alors avant de parler de ce Kickstarter qui débutera le 27 février prochain, j'aimerais vous poser une question un peu toute simple, mais comment on fait pour décrocher une licence Warner quand on a, alors je dirais pas, l'avantage que vous avez, c'est que vous n'avez pas que Conan derrière vous, hein. On peut citer plein de titres de jeux qui ont très bien marché. Alors vous tout seul ou en collaboration, mais Timeline, Les Bâtisseurs, Les Inventeurs, Adventureurs ou encore Les Mousquetaires du Roi, c'est à chaque fois des jeux qui restent, mais comment on fait quand même pour convaincre une maison comme Warner de dire, bah voilà, moi j'ai un jeu à proposer, est-ce que vous pouvez pas me céder votre licence Batman, qui est pas une petite licence? On va dire qu'il y a aussi une part de chance et puis une part d'entreprise, enfin d'entreprendre des choses. C'est-à-dire que je suis parti, suite à Conan, je me suis rendu à Las Vegas, c'était en juin, je crois, il y a 2 ans, dans un salon qui s'appelle le Licensing Trade Show, pour rencontrer justement les gens de Warner. Enfin, je savais que je pourrais les rencontrer là-bas pour négocier la licence Batman. Et je pense qu'ils ont été que la branche américaine de Warner a été assez, entre guillemets, touchée par le fait qu'un petit Français fasse 9000 km pour les rencontrer. Donc j'ai été très bien reçu. Je leur ai évidemment parlé de Conan, de comment est-ce que nous avions procédé avec la société Monolith, ce que nous pouvions faire. Je leur ai montré physiquement ce qu'était une boîte de Conan, ce que l'on savait faire. En fait, c'est assez amusant parce qu'ils ont été très très rapidement séduits parce qu'on leur montrait par notre vision, la vision donc de la société Monolith, de ce qu'était un jeu de société. Lors de notre toute première rencontre, au début de la rencontre, quand je leur ai parlé d'un jeu de société, ils s'imaginaient qu'on allait faire une sorte de jeu d'échecs avec des bustes de personnages de l'univers de Batman, ou une sorte de Monopoly-like, là encore, où on aurait des petits personnages de Batman qui avanceraient de case en case avec des lieux iconiques de Gotham. Et là, je leur ai expliqué que pas du tout. Et je leur ai montré ce que c'était, en gros, une partie de Conan, et que c'était une aventure, et que je comptais transposer ce type de jeu à l'univers Batman. Et là, franchement, ça a été assez vite, beaucoup plus vite que je le pensais, puisqu'ils m'ont très rapidement, ils m'ont proposé de prendre contact avec leur branche française. Mais je pense que si j'étais directement allé voir la France, j'aurais échoué. Là, je pense qu'il y avait un côté... le fait que ce soit la maison mère qui soit à l'origine de ce rendez-vous avec la France a énormément aidé, en fait. Et ça s'est très très bien passé ensuite, puisque là encore,
Le fait de montrer qu'on allait faire vivre, entre guillemets, la licence à travers un jeu de société et pas juste la plaquer sur un plateau, ça a beaucoup, beaucoup plu. Alors maintenant, parlons du jeu Batman, le 27 février, gros Kickstarter, attendu par les fans, et pas que, hein, par les joueurs en général. Il y a juste à aller sur les réseaux sociaux pour s'apercevoir que Batman est attendu, hein. Partout où vous vous déplacez avec des prototypes, il y a énormément de joueurs, et c'est même des fois compliqué d'essayer, parce que moi, Oui, c'est vrai. j'ai voulu essayer à Paris et Ludique, et c'était juste pas possible, parce qu'à chaque fois qu'on arrivait sur le stand, il y avait toujours quelqu'un, puis les parties, c'est minimum 1 heure, le temps d'expliquer, de faire la démo. Donc Ouais, on se dit, on va explication, pas tout à rester fait. là, on va voir ailleurs, et puis quand on revient, vous avez passé votre tour. Donc, mais j'ai pu voir comment ça se passait, puis je connais Conan. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte de base? Parce que on imagine qu'il va y avoir une boîte de base, et puis que des stretch goals vont être débloqués au fur et à mesure de la campagne qui dure 1 mois, je crois, hein. C'est ça, moi. Oui, alors le principe, c'est on a une boîte de base qui comporte des plateaux de jeu, donc des plateaux de jeu qui sont tous des lieux iconiques. Par exemple, je dis n'importe quoi, la Batcave, le Manoir Wayne, Crime Alley, donc qui est la rue dans laquelle ont été assassinés les parents de Bruce Wayne. On pourrait avoir, je sais pas, il y a une map iconique que j'adore, que je montre beaucoup, c'est le métro. Il y a beaucoup de lieux comme ça qui sont très importants, et ça qu'on reprend sous forme de map, donc de plans en carton illustrés. On a beaucoup de figurines, évidemment. Dans la boîte de base, on a 90 figurines, je crois, qui se transformeront après Stretch Goal, normalement en 130, 140 figurines, peut-être plus. Donc c'est vraiment, on va dire que c'est très très fourni, sachant que chacune des figurines vient avec sa feuille de personnage, ses caractéristiques propres, ses pouvoirs propres éventuellement. Et voilà, et bien sûr des livrets de jeu avec des scénarios spécifiques, sachant que l'une des spécificités de ce type de jeu, c'est que il y a évidemment les scénarios qui sont proposés dans la boîte, mais il y a ensuite toute une communauté autour qui est force de proposition, qui génère, en fait on a mis tout un tas d'outils en place pour que les gens puissent créer aussi leurs propres scénarios et les proposer au public, sachant que le public peut aussi, entre guillemets, noter la qualité des scénarios, leur équilibre, etc., etc. En fait, on a essayé de créer tout un écosystème justement entre Monolith et la communauté autour des jeux Monolith, en fait. Parce que c'est important, il y a une sorte de dialectique, on va dire, où on se renvoie les choses de façon à élaborer l'univers, à l'élargir, à construire de toute façon l'univers du jeu de plus en plus. Donc voilà, dans la boîte, on aura une vingtaine de scénarios, mais il y a aussi d'autres. Il y a un mode de jeu là dont je suis assez fier, on va dire, qui est un mode de jeu spécifique, un contre un. Mais là, je ne vais pas en parler là tout de suite, mais c'est, je pourrais d'ailleurs, mais qui permet aussi d'avoir une vision plus, ce qu'on appelle le skirmish, c'est-à-dire une vision plus escarmouche, plus combat tactique, plus proche du wargame en fait, mais qui serait à l'échelle de personnages de 32. Un humain normal fait 35 mm en fait. Voilà, je suis assez vague en fait, je me rends compte. Non, non, mais on imagine très bien, hein. Est-ce qu'il y aura plusieurs figurines de Batman, puisque il y a plusieurs costumes de Oui. Batman? Est-ce que ça a été pris en compte? Il y a plusieurs personnages qui ont joué Robin et qui ont évolué aussi. Est-ce qu'on en tiendra compte dans le jeu? Ah oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs Batman, puisqu'effectivement, il y a plusieurs... en gros, on va du Batman, entre guillemets, du jeune Batman, dans son premier costume, qui est le Batman de Capullo, sans réellement costume, juste une, entre guillemets, sur la tête, son masque de Batman, et jusqu'au Batman de Miller, c'est-à-dire un Batman beaucoup plus âgé, plus empâté, mais aussi plus brutal. Il y a, je crois qu'il y a 4 Batman différents, on va dire, dans la boîte. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Oui, il y a plusieurs Robins, parce qu'il y a eu de multiples Robins. Il y a 4 Robins, éventuellement 5 si on compte la Robin de Miller.
les personnages iconiques, par exemple, on a plusieurs jokers aussi, puisque le joker est vraiment un personnage très très important. Donc il y a certaines figurines, oui, qui ont plusieurs déclinaisons en fonction de l'époque que l'on cherche à représenter. Et on a aussi des figurines, par contre, qui sont des figurines standards, les goons, des goons, je sais pas, on a des goons qui peuvent servir à plusieurs méchants et qui, eux, par contre, sont standards. Donc c'est la même figurine qui est déclinée en 4 exemplaires, par exemple. Des hommes de main. Voilà, les hommes de main, les sbires. Donc tout cela dans une boîte de base. Vous connaissez déjà le prix de cette boîte de base? Oui, alors c'est assez cher, hein. C'est $139 la boîte de base, donc on est autour de, en euros, je pense qu'on est autour de 120 €. Donc c'est du jeu. Alors c'est vraiment, pareil, je pense que les gens qui ne connaissent pas le monde du jeu moderne sont un peu étonnés par les prix. Ouais, je dirais que c'est du jeu luxe, c'est-à-dire que c'est du jeu très cher avec énormément de matériel, de très bonne facture, mais on peut être désarçonné par le prix que je viens d'annoncer. Ça c'est normal. Ça me permet de rebondir sur un sujet un peu plus vaste. Vous faites partie de ces gens qui ont apporté une révolution au niveau du jeu avec Kickstarter et cette façon de proposer à des gens d'acheter un jeu à l'avance et de le recevoir chez eux sans passer par la boutique. Alors bien sûr, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et de trouver nombre de polémiques. N'empêche que ça fait évoluer la façon de voir le jeu. Et si on voulait résumer, si ce jeu-là devait être proposé en magasin, ça serait un jeu qui serait juste pas abordable parce que avec les frais auxiliaires entre chaque personne qui prend sa marge, ça serait pas possible, quoi. On serait au minimum au double du prix, donc $280, parce que il faut bien voir qu'aujourd'hui dans le prix d'un jeu public qu'on trouve en boutique, 70% du prix du jeu c'est de l'intermédiation. C'est de l'intermédiaire, c'est de la boutique, c'est le distributeur, c'est le logisticien. Donc voilà, moi j'utilise Kickstarter pour, c'est un terme pas forcément beau, mais disrupter. C'est-à-dire que je casse le modèle classique qui est entre guillemets de l'éditeur. Enfin, je fais du direct de l'éditeur aux joueurs, justement pour que la marge, toute cette marge qui est dans l'intermédiation, je puisse la remettre sous forme de matériel vers le joueur. C'est vraiment, moi je suis sur des marges sincèrement très faibles. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, ont souvent une idée un peu fausse de ce qu'est de l'utilisation de Kickstarter, parce que les éditeurs utilisent Kickstarter pour marger énormément. Alors que là, justement, moi, le truc, c'est de déplacer cette marge vers le joueur pour être ultra compétitif. Parce qu'encore une fois, malgré le prix très élevé, $69, le rapport prix-matériel est extrêmement compétitif. C'est simplement impossible d'avoir le même aujourd'hui avec le réseau intermédiaire, tout simplement. La boîte de base sera à $139, on dit 120 €. N'empêche que, comme tous les jeux qui font ces campagnes de Kickstarter, c'est pas juste les 70 ou 80 figurines. On va s'apercevoir que plus il va y avoir de gens à participer à cette campagne, plus pour le même prix, on va avoir plus de figurines et plus de stretch goals aussi. Du coup, le prix est pas si cher que ça au rendu. Non, c'est en vérité, pour ces 120 €, on a à peu près à la fin, je calcule bien, autour de 140 figurines, avec énormément de figurines uniques. Donc, on descend sous l'euro la figurine, ce qui est très très intéressant, hein, parce qu'on parle quand même de pièces vraiment bien taillées, c'est de bonne qualité, on parle de plateaux, enfin il y a vraiment beaucoup de matériel. Je ne sais pas combien pèse une boîte, mais là on parle d'au moins, au minimum 3 kilos, 7 kilos peut-être. Et puis il y a un service aussi derrière parce que Monolith c'est aussi une page internet et comme vous le disiez juste avant, il y aura une communauté, il y aura des choses qui sont proposées pour faire vivre le jeu après, comme vous le faites pour Conan encore actuellement. Oui, bien sûr. 3 ans après la campagne, Conan continue. D'ailleurs, Conan, dans 1 an, on relance quelque chose. On ne fait qu'incrémenter Conan, entre guillemets, parce que notamment,
tout un travail. Alors il y a deux choses. Il y a tout un travail chez Monolith de gens qui travaillent sur Conan pour enrichir l'univers, et tout un travail de la communauté qui cherche aussi à enrichir l'univers. Et là où c'est intéressant, c'est aussi qu'on a la transversalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on publie ce qu'on appelle les compendiums. Donc il y en a deux aujourd'hui, il y a un deuxième qui est en train de sortir là. Il s'agit les meilleurs scénarios réalisés par la communauté. Nous les publions gratuitement, c'est-à-dire que les gens ne paient que les frais de port, et les gens reçoivent à chaque fois une vingtaine de nouveaux scénarios qui ont été sélectionnés parmi les scénarios de la communauté. Donc gratuitement, hors frais de port, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre les frais de port à notre charge. Par contre, c'est le travail de la communauté pour la communauté. Et voilà, entre guillemets, notre façon de remercier la communauté, on prend toute la production, toute l'édition et le maquettage du jeu, on prend nous en charge. Donc une campagne qui débute le 27 février prochain, une campagne de 4 semaines, un mois à peu près. Le jeu sortira sûrement dans un an. Pour ce genre de jeu, c'est le temps qu'il faut. En plus, avec Mythic Battle qui a mis la barre haute en proposant un jeu qui est arrivé chez les premiers contributeurs un mois avant la date. On imagine que eux aussi ils ont. Fierté, on va dire. Mais eux aussi, du coup, ils ont ajouté quelque chose de plus aux campagnes de Kickstarter, quoi. On peut recevoir son jeu en avance. Ah, mais Mythic Battle, attention, la production, c'est nous qui l'avons réalisé, c'est Monolith. Mythic Battle, c'est une coédition Monolith Mythic Games. Mais là, justement, c'est un des gros paris de Monolith, ça a été de réaliser la production, de montrer que nous étions maintenant capables de réaliser de A à Z une production et une livraison, puisqu'on s'est entouré de spécialistes en production et en logistique. Et donc, nous avons montré que nous étions capables de livrer à l'heure et même en avance cette fois-ci, parce qu'en gros, Monolith, il y a 3 ans, nous étions 2. Aujourd'hui, nous sommes 15. Et avec des spécialistes dans chaque domaine, et donc c'est très très différent. Nous sommes beaucoup plus pros que ce que nous l'avons été il y a 3 ans. Et le jeu sortira l'année des 80 ans de Batman. Alors, est-ce que c'est voulu ? Alors non, ça c'est un hasard total. C'est totalement... non. Et on s'en est aperçu, nous, il y a 3 mois, en fait. Et du coup, est-ce que vous avez prévu de fêter ça, ou est-ce qu'il y aura peut-être des petites surprises qui seront prévues ? Sans doute, oui. Je peux pas en dire plus maintenant, mais oui, bien sûr. Donc on a hâte de retrouver cette campagne Kickstarter, je rappelle, qui débute le 27 février. Vous aurez 4 semaines pour voir ce qui se passe. De toute façon, le jeu continue à tourner. Hein. C'est un bas de tour avec Monolith. Il suffit d'aller sur Internet et de trouver les dates où vous pouvez faire tester le jeu. Hein. Tout à fait. C'est très facile aujourd'hui de tester le jeu. Il suffit d'aller voir sur Internet. Nous, on quadrille toute la France, maintenant la Belgique et... le Royaume-Uni. Et donc c'est très simple de savoir où sera démontré le jeu et de s'inscrire à une partie. Ça se passe souvent dans des barrageux, puisque les barrageux fleurissent un peu partout maintenant en Europe, aux États-Unis. Et c'est extrêmement simple, vous serez très bien reçu, on vous offrira à boire, vous n'aurez qu'à vous asseoir et à jouer. Et à apprécier ou pas, j'espère apprécier le jeu en question. J'avais pour terminer quand même quelques questions à vous poser. Vous avez déjà répondu avec d'autres journalistes, mais j'aimerais vous l'entendre dire. C'est sûr que les joueurs, ceux qui aiment jouer, qui aiment un univers Batman, vont sûrement plonger à corps perdu dans ce jeu. Vous, je sais que ça, vous n'êtes pas sûr que ce soit ça, mais il y a sûrement des fans de Batman qui vont vouloir acquérir le jeu parce que juste il y a de superbes figurines. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment superbes, ces figurines. Vous pouvez nous en dire 2-3 mots, vous Alors, oui, mais moi, ça, c'est évident que ce sera le cas. Personnellement, ça m'embête, parce que, en fait, ce qui m'embêterait, ça ne m'embête pas si les gens qui achètent ça pour le matériel simplement, pour la collection, en fait, derrière découvrent le jeu et l'apprécient. Mais moi je suis vraiment auteur de jeu, donc ce qui m'intéresse c'est que les gens jouent. J'espère vraiment, j'ai la faiblesse de croire que les gens ne vont pas acheter le jeu que pour son matériel, mais pour sa mise en situation, la mise en situation du matériel, donc la situation de jeu, en fait. Je sais bien qu'il y aura, je me leurre pas, oui, il y aura de la collection parce que les pièces sont vraiment
je pense, hein, sont vraiment très belles, sont très sympas. Il y a beaucoup de détails apportés, il y a beaucoup même de retouches qui ont été faites suite, parce qu'il y a des procédures de validation par DC qui sont très cadrées. Donc on a des pièces qui sont canons, entre guillemets. Mais j'espère vraiment que même les joueurs qui ne sont pas a priori intéressés par le jeu, chercheront quand même à le découvrir. Je pense que ça pourrait être pour eux une bonne initiation aux jeux de société moderne et une bonne surprise au final. C'est ce que je voulais vous entendre dire parce que moi, ce que je voulais aussi faire partager aux gens qui nous écoutent, c'est que quand on parle avec Frédéric Henry, on parle vraiment avec un passionné du jeu. Il n'y a qu'à voir les interviews que vous donnez chez mes confrères de Trick Track. Et puis, il n'y a pas que Conan, il n'y a pas que Monolith, hein, je l'ai cité tout à l'heure. Il y a The Adventurers, qui est un superbe jeu avec également de la figurine, du matériel en 3 dimensions. Il y a Timeline, qui est une super licence pour découvrir plein de choses de l'histoire des inventions. Il y a les bâtisseurs. Donc Frédéric Henry, vous l'avez entendu, est un passionné de jeux et vous le découvrirez encore plus avec Batman. La campagne Kickstarter, je le rappelle, débute le 27 février. Vous aurez 4 semaines pour vous intéresser et vous fournir ce jeu qui sera livré 1 an plus tard. J'aimerais terminer avec une dernière question autour de la BD. Prochainement, je proposerai une interview de François Hercouet, qui est directeur éditorial d'Urban Comics, qui est Urban Comics, ceux qui diffusent et qui traduisent les BD de chez DC en France. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose qui va se passer, ou est-ce que vous aimeriez peut-être vous avoir, on va dire, un échange ou peut-être un partenariat avec Urban Comics? Ah oui, moi j'adorerais. J'espère que ça va se faire. Oui, alors là, clairement, j'adorerais parce que moi, je suis très fan de ce qu'ils font, voilà, parce que, encore une fois, comme je le disais en antenne, c'est amusant. Ce qui m'intéresse, il y a 2 choses. C'est qu'il y a une véritable identité, un véritable travail de choix éditorial. Et il y a aussi un travail sur la qualité, entre guillemets, donc des récits, mais aussi du matériel, qui font que j'aime bien, parce qu'on est dans des produits très classe, très sobres, tout est dans le noir, moi j'adore, ce sont aussi de beaux objets, mais il y a aussi vraiment ce travail sur la sélection des récits, de façon à sans tout traduire, donner le maximum de cohérence à l'univers. Donc moi ça m'intéresserait vraiment, je l'ai déjà dit ailleurs en fait, c'est assez amusant qu'on parle d'Urban, moi j'aimerais vraiment que Monolith soit au jeu de société, qu'Urban est au comics. En gros, avoir cette image de qualité, et comme il y a un véritable chez eux travail éditorial sur la sélection des récits, qui est que quand les gens jouent à du Monolith, au gros s'intéressent à du Monolith, se disent il y a un véritable travail sur la qualité des systèmes. Moi c'est vraiment le truc qui m'intéresse, c'est la qualité des systèmes. Je trouve qu'on parle pas assez système et trop matériel en général. Donc là c'est vraiment des choses qui m'intéressent. Si avec ça, vous n'avez pas envie de vous intéresser à Batman en général et au jeu Batman, je ne comprends pas. Vous pouvez tout savoir. Il y a plusieurs moyens de se renseigner. Il y a une page Facebook Monolith, M-O-N-O-L-I-T-H. Il y a un groupe qui a été créé, Batman de Monolith, un groupe Facebook qui partage tout un tas d'informations. Et il y a la page monolithedition.com où vous retrouverez après la campagne sûrement plein d'autres informations. C'est très très bien fait, pour Conan en tout cas c'est génial. On invite les gens à aller faire un tour, monolithedition.com, ou sur la page Facebook de Monolith, vous retrouverez de l'actualité. Ça renvoie même vers des vidéos YouTube où on présente le matériel déjà, vous verrez des photos de ces superbes figurines. Et puis si vous aimez Batman, arrangez-vous absolument pour trouver une date près de chez vous pour tester le jeu, vous ne serez pas déçus. Frédéric Henry, encore un grand merci et très bonne campagne. Merci énormément à vous.